Tout d'abord, peut-on dire qu'il n'y aura pas de rencontre en tête-à-tête entre Zelensky et Poutine pour le moment? Oui, absolument. Je pense que toute cette idée d'une rencontre entre Poutine et Zelensky vient de Trump. Les Russes n'ont jamais montré le moindre intérêt pour cela. Et je pense qu'ils ont même été assez irrités par la façon dont tout cela a été présenté, comme s'ils avaient donné leur accord, alors que ce n'était pas le cas. C'est très typique de Trump, comme nous l'avons déjà évoqué à de nombreuses reprises. Il sort et fait semblant que des gens ont accepté des choses alors qu'ils n'ont rien fait de tel. Et il a donné l'impression que les Russes avaient accepté une rencontre entre Poutine et Zelensky, ce qu'ils n'ont jamais fait. Poutine a toujours dit que si les circonstances s'y prêtaient, s'il y avait quelque chose de significatif à discuter avec Zelensky, il n'aurait pas d'objection de principe à le rencontrer. Mais il ne pense pas que ce soit approprié pour le moment. Eh bien, la partie déroutante, ce sont les Européens. Ils discutent mardi d'envoyer des troupes, qu'ils appellent des troupes de maintien de la paix, françaises et britanniques, pour aller en Ukraine dans le cadre de l'accord de paix. De quoi parle-t-il? Il n'y a pas de processus de paix en ce moment. Il n'y a pas d'accord de paix. Les Russes ont déclaré qu'ils n'accepteraient jamais la présence de troupes européennes en Ukraine. Pour eux, c'est une ligne rouge absolue sur laquelle ils ne céderont pas, et ils le répètent depuis des années. Je ne pense donc pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Ils ont également affirmé que le type de garantie de sécurité dont parlent les Européens, qui impliquerait le déploiement de ces soi-disant forces de maintien de la paix, leur est inacceptable. Et bien sûr, les Russes disposent d'un droit de veto sur l'ensemble de ce processus, car cela ne peut se produire que s'ils donnent leur accord et que la guerre prend fin. Les Européens font donc quelque chose qu'en Europe, en Occident, nous faisons très souvent. Et c'est encore une fois quelque chose auquel les gens en Chine devront peut-être s'habituer. Ce que nous faisons, c'est que nous passons énormément de temps à négocier entre nous sur des sujets que l'autre camp a déjà rejetés. Vous savez, l'autre camp dit « nous n'allons pas accepter cela ». Mais nous faisons quand même la proposition. De nombreux pays différents, nous sortons tous, nous commençons tous à parler et à discuter de la façon dont tout cela va fonctionner. Comment nous allons déployer des troupes ici et là, organiser la logistique et tout le reste. Donc nous passons peut-être 1 an à discuter de tout cela entre nous. Puis nous allons voir l'autre camp et nous leur présentons la proposition. Et l'autre camp répond « Non, nous avons toujours dit non. Vous n'écoutiez pas. » Et cela, si vous connaissez les négociations entre la Russie et l'Occident depuis le début de la guerre froide, vous savez que ça se répète encore et encore. Et cela rend ces négociations incroyablement difficiles. Vous constaterez qu'à mesure que la relation entre l'Occident et la Chine évolue et malheureusement commence à devenir hostile, le même schéma va se reproduire. Ainsi, vous verrez les Européens et les Américains proposer une initiative. La Chine dit non. Les Américains et les Européens n'y prêtent aucune attention. Ils passent des semaines et des mois à discuter de la manière dont la proposition va fonctionner. Puis ils la présentent à Wang Yi, et Wang Yi dit non. Et tout doit recommencer depuis le début, généralement après beaucoup d'étonnement et de confusion en Occident devant le fait que cette proposition sur laquelle ils ont travaillé si longtemps n'a abouti à rien. Mais Trump semble effectivement modifier un peu sa position car il a déclaré à Fox News qu'en ce qui concerne la sécurité, les Européens sont prêts, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre des hommes sur le terrain. Nous sommes prêts à les aider pour certaines choses, notamment probablement on pourrait en parler par voie aérienne. Donc Trump semble presque donner son accord pour que les Européens envoient des troupes et les États-Unis apporteront leur aide.
C'est autre chose qui semble être sa position actuellement. Oui, absolument. C'est sa position. Je veux dire, il a changé de position. Il avait précédemment déclaré qu'il ne soutiendrait pas, qu'il n'accorderait pas de garantie de sécurité à une force européenne si elle se rendait en Ukraine. Maintenant, il donne en quelque sorte l'impression qu'il le ferait. Sauf que si l'on analyse attentivement ses propos, ce qui est peut-être risqué avec les paroles de Donald Trump, il ne le dit pas vraiment. Il affirme que les Américains fourniraient toutes sortes d'aides. Mais il ne dit jamais clairement que si les Européens se retrouvaient en grande difficulté face aux Russes en Ukraine, les Américains viendraient à leur secours. Et The Federalist, qui est un magazine intéressant aux États-Unis, pas très largement lu, mais qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'aile intellectuelle du mouvement MAGA, a maintenant publié un article qui est clairement un avertissement à Trump, disant que sa base ne soutiendra pas l'octroi de garanties de sécurité aux Européens pour aller en Ukraine. Donc je ne pense pas moi-même que nous verrons de véritables garanties de sécurité de la part des États-Unis, ni pour l'Ukraine elle-même, ni pour les Européens, afin d'aller en Ukraine. Je pense que les Américains vont se retirer. Mais cela n'empêche pas les Européens de continuer à parler de ce sujet. Et Friedrich Merz, le chancelier d'Allemagne, parle maintenant de cela. Il évoque désormais l'envoi de troupes allemandes en Ukraine dans le cadre de cette soi-disant force de maintien de la paix. Je ne peux rien imaginer de plus susceptible de mettre les Russes en colère et de les provoquer que cela. Je voulais simplement expliquer aux Chinois ce que les Russes ressentiraient à ce sujet. C'est l'équivalent du Japon annonçant qu'il enverrait une force de maintien de la paix à Taïwan. C'est une idée tellement folle. On se demande vraiment comment un dirigeant allemand peut même y songer. Le public européen y est opposé. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais je me demande s'ils en parlent dans le cadre de l'accord de paix, s'ils essaient, d'une certaine manière, je ne sais pas, de mentir au public ou de l'embrouiller, de faire croire au public qu'il s'agit d'une sorte de mission de maintien de la paix plutôt que d'une opération de combat. Est-ce cela qu'ils essayent d'utiliser pour embrouiller le public? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils essaient de faire. Sauf que le public européen voit clair dans tout cela. Parce qu'en Grande-Bretagne, en France et encore plus en Allemagne, les gens sont contre cette idée. Ils n'aiment pas du tout cette idée. D'ailleurs, les soldats non plus. Je veux dire, aucune des armées n'est en état de mener ce genre d'opération. Tous savent qu'ils ne sont pas en mesure d'affronter l'armée russe. Donc, ils ne veulent absolument pas faire cela. C'est un plan très étrange. Et je pense qu'il y a plusieurs explications à cela. L'une d'elles est que les Européens veulent montrer qu'ils ont encore une certaine importance, qu'ils sont encore puissants, qu'ils ont encore des armées à envoyer. Les armées comptent peut-être moins d'hommes que la police de Shanghai réunie, mais elles existent toujours. Ils veulent donc persuader tout le monde que l'Europe dispose encore d'armées, qu'elle reste une puissance, et que les Américains devraient les écouter, que les Russes devraient les écouter, et que les Chinois devraient les écouter. Il y a donc cet aspect-là. Le second, comme vous l'avez justement dit, c'est qu'ils veulent présenter cela au public européen pour maintenir l'adhésion de l'opinion publique à l'ensemble de ce conflit et obtenir son accord pour l'envoi d'argent à l'Ukraine. Car il donne l'impression qu'il existe encore une sorte d'initiative diplomatique et de paix en cours, que tout va bien se terminer, que la paix est imminente, que nous allons envoyer nos troupes là-bas, et que ce terrible homme, M. Poutine, sera d'une manière ou d'une autre vaincu à la fin. Toute cette activité crée donc cette impression.
Et ce sont des sujets dont les gens parlent dans les journaux et à la télévision. Et comme je l'ai dit, c'est l'action elle-même qui en réalité ne signifie rien. C'est de l'activité, ce n'est pas de l'action. C'est de l'activité plutôt que de l'action. Et je pense que la troisième chose, et c'est à mon avis l'aspect le plus sinistre, c'est qu'à un certain niveau, certains dirigeants européens savent probablement que cela est inacceptable pour les Russes, et que la raison pour laquelle ils tiennent ce discours, c'est parce qu'ils veulent que la guerre continue, parce qu'ils ne veulent pas que la guerre se termine. Parce que si la guerre se termine, les Américains, ils craignent toujours que les Américains puissent partir. Et ils s'inquiètent aussi de devoir expliquer au peuple européen pourquoi tant d'argent a été dépensé pour cette guerre sans aucun résultat. Et puis, Zelensky exclut également la Chine comme garant de sécurité. Il a aussi, encore une fois, mentionné le mémorandum de Budapest. Donc, concrètement, vous en avez parlé la dernière fois, vous l'avez expliqué, mais quels sont les rôles de la Chine et de la France dans ce mémorandum? Nous n'en avons pas parlé. Aucun dont je me souvienne. Je veux dire, à cette époque, on parle du début des années 90 maintenant. J'espère que les gens en Chine ne seront pas offensés quand je dis cela. Mais personne ne prenait la Chine au sérieux. L'idée que les Américains, les Russes et les Européens puissent même envisager que la Chine joue un rôle dans les affaires de sécurité de l'Europe était tout simplement impossible. Et lorsque le président Xi Jinping a présenté ses idées de paix, c'était il y a 2 ans, j'ai déjà dit que cela allait être très difficile à accepter pour l'Occident, que la Chine propose réellement des solutions pour parvenir à la paix en Europe. C'est quelque chose que les Européens auraient du mal à envisager ou même à imaginer. C'était certainement encore moins probable en 1994. Mais je voudrais dire quelque chose à propos de Zelensky. Nous avons en effet observé une évolution constante dans l'attitude de Zelensky envers la Chine, ainsi que dans celle de l'Ukraine envers la Chine. Je veux dire, chaque mois, il devient plus hostile. Il fait toutes sortes d'allégations contre la Chine, et il traite désormais la Chine, alors qu'à un moment, il laissait presque entendre que la Chine pourrait être un médiateur potentiel. Il la traite maintenant comme si c'était un ennemi. Je pense que c'est d'une stupidité sans nom, en réalité, parce que la toute dernière chose que Zelensky devrait vouloir, c'est de faire de la Chine un ennemi. Et refuser même d'envisager l'idée que la Chine puisse agir comme garant. Et d'abord, c'est offensant pour la Chine, qui a fait un effort sérieux pour trouver un moyen de mettre fin à la guerre. Mais ensuite, cela a été fait d'une manière qui suggère que la Chine est une alliée de la Russie. Si la Chine devenait vraiment une alliée de la Russie et commençait à s'impliquer dans la guerre, eh bien, je soupçonne que la guerre serait terminée très rapidement. C'est tout ce que je peux dire. Oui, et je regardais ce fameux mémorandum de Budapest. Alors, les signataires sont la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et le Royaume-Uni, n'est-ce pas? Ce sont donc eux qui ont signé. Je crois qu'ensuite, la Chine et la France l'ont en quelque sorte soutenu. Ce sont des membres du Conseil de sécurité. Donc, en gros, ils disent « Nous sommes contents que vous ayez signé cela », mais ils n'y jouent aucun rôle. Ils ont simplement approuvé le mémorandum. Mais Zelensky a affirmé que d'une certaine manière, la Chine avait aussi promis de garantir quelque chose. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, Zelensky invente des mythes, raconte des histoires sur le mémorandum de Budapest. Il fait cela tout le temps. Et il est très difficile de suivre. Le document existe. N'importe qui peut le lire. N'importe qui peut voir quelle était la réalité. N'importe qui peut remonter dans le temps et lire quels étaient réellement les autres accords conclus à cette époque et peut découvrir la vérité. Très peu de gens prennent la peine de le faire. Et le résultat,
c'est que l'incessant défilé d'histoires de Zelensky tourne en boucle et les gens supposent qu'elles sont vraies. Pour répéter encore une fois, il n'y avait aucune garantie du type dont Zelensky parle. Dans le mémorandum de Budapest, la Chine n'a certainement donné aucune garantie. Il n'y a aucune raison pour que la Chine ne puisse pas donner de garantie à l'Ukraine aujourd'hui. L'idée selon laquelle elle en serait incapable parce qu'elle n'a pas respecté de garantie dans le cadre du mémorandum de Budapest est absurde. Je veux dire, c'est ridicule, mais c'est Zelensky. Et d'une certaine manière, cela donne un bon exemple au peuple chinois de l'un des principaux problèmes insolubles de ce conflit. Le fait que l'un des deux dirigeants, Zelensky, agit de cette façon. Zelensky, who does this sort of thing. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet sur les réseaux sociaux. Les gens ont souligné différentes choses et je pense que certaines d'entre elles sont sensées. L'une d'elles, c'est qu'il semble très en colère contre la Chine. Il a dit que la Chine ne nous avait apporté aucune aide, mais ce n'est pas vrai. La Chine a envoyé beaucoup d'aide, mais il s'agit d'aide destinée aux civils, comme des vêtements, des couches, du lait infantile, ce genre de choses. Il n'y a pas d'armes. Lui, il veut des armes de la Chine. Je pense que c'est ce qu'il met en colère, probablement, entre autres choses. Ce qui est absurde. Je veux dire, cela contredit complètement la politique étrangère chinoise. La Chine ne fournit pas d'armes à la Russie. La Chine ne fournit pas d'armes à l'Ukraine. Alors de quoi se plaint-il? La Chine entretient une relation économique avec la Russie et elle a essayé de maintenir une relation économique avec l'Ukraine. Elle traite les deux pays de la même manière. Évidemment, elle a un partenariat stratégique avec la Russie. Tout le monde le sait. Mais cela n'a pas signifié que la Chine ait joué un rôle direct dans le conflit en Ukraine. Pas du tout. D'ailleurs, je lisais un commentateur ukrainien, un important commentateur militaire, qui parlait des drones et des types de drones utilisés par chaque camp. Il dit que les Russes obtiennent les 2/3 de leur technologie de la Chine, de l'industrie civile chinoise, et que nous obtenons aussi tout notre matériel de la Chine. Nous maintenons tous de la technologie drone chinois pour faire fonctionner nos drones. Voilà la réalité. Oui, c'est un autre sujet dont les gens parlent. La Chine ne vend pas de drones militaires à qui que ce soit. Les drones civils sont accessibles à tous. L'Ukraine en achète aussi. Ce n'est pas seulement la Russie. Ensuite, ils apportent quelques modifications aux drones civils, mais cela, la Chine ne peut pas le contrôler. Absolument, absolument. Et le gouvernement chinois est toujours très mesuré. Voici donc ce que dit le gouvernement chinois. La Chine est ouverte à jouer un rôle constructif à cet égard. Et la Chine a toujours agi de manière ouverte et transparente dans la crise ukrainienne en adoptant une position objective et équitable, et toutes les parties en sont bien conscientes. Donc, même si je trouve cela mesuré, la Chine est un peu agacée. On peut entendre toutes les parties, cela inclut l'Ukraine. Tu le sais, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas un peu agacé, ça? Ils sont irrités. Et ils ont toutes les raisons de l'être. Parce que Zelensky, vous savez, il y a 1 ou 2 ans, il était d'accord, il disait cela. Lui aussi disait que la Chine avait un rôle ouvert et transparent. Je veux dire, il faisait tout son possible pour entretenir de bonnes relations avec la Chine. Je me souviens, c'était quand déjà? Il a téléphoné à Xi Jinping à un moment donné, oui. Et les Américains étaient très contrariés à ce sujet d'ailleurs. Je me souviens. Mais je pense qu'il tendait la main aux Chinois. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, progressivement, à mesure qu'il s'est présenté comme le grand défenseur de l'Occident, qu'il a été de plus en plus influencé par ses amis dans les États baltes et dans tous ces endroits, qu'il a voulu se lier d'amitié avec des personnes comme le sénateur Graham aux États-Unis,
il a adopté une position de plus en plus extrême contre la Chine. Je le répète, si la Chine avait fait tout ce que l'Occident prétend en Ukraine, dans ce conflit, le conflit serait déjà terminé et la Russie aurait gagné. C'est aussi simple que cela. Quiconque ne le sait pas ou ne le comprend pas est un imbécile. Et l'autre chose, c'est que quelqu'un a également fait remarquer que la Chine achète des produits agricoles à l'Ukraine. Les Européens ne le font pas, ils protègent leur propre marché agricole. Donc en réalité, ils n'achètent pas, il leur est interdit d'acheter des produits agricoles ukrainiens. C'est la Chine qui les achète, c'est exact. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on appelle mordre la main qui vous nourrit, car la Chine fournit des échanges commerciaux et essaie de maintenir certaines parties de l'économie ukrainienne en fonctionnement. Mais vous savez, comme je l'ai dit, la Chine a tenté de jouer un rôle de médiation. Oui. Je veux dire, il a essayé. Il est allé à Kiev. Il n'a pas été très bien accueilli là-bas, à mon avis. Mais la Chine a fait des efforts. Nous verrons ce qu'il en est. Mais je suis désolé de le dire, l'Ukraine est très déçue par la qualité de son dirigeant. Beaucoup d'Ukrainiens le disent aussi d'ailleurs. Un autre dirigeant éviterait de parler de la Chine de cette manière. Et il n'y a pas que les Chinois qui sont irrités par Zelensky. Le Premier ministre Modi d'Inde ne l'aime pas. Le président Lula du Brésil a été furieux lorsqu'il avait accepté de rencontrer Zelensky lors d'un sommet du G7 auquel ils étaient tous deux invités. Et Zelensky ne s'est pas présenté à la réunion. MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, n'apprécie plus beaucoup Zelensky non plus. Il a une manière d'être qui offense les gens, sauf, il faut le dire, en Europe. En général, je dois dire qu'une partie de la raison pour laquelle la Chine essaie d'être aussi neutre que possible, c'est qu'en réalité, je pense que la Chine et l'Ukraine ont toujours eu une assez bonne relation. Je crois que cela a changé en 2014, après le coup de Maïdan, n'est-ce pas? Les relations se sont détériorées depuis. Oui, c'est vrai. Je veux dire, la situation a commencé à se détériorer par la suite. Mais même après, jusqu'au tout début de l'opération militaire spéciale, la Chine était un grand investisseur en Ukraine. Elle voulait investir, je me souviens, dans l'usine de turbines à gaz de Zaporizhia. Les États-Unis ne le voulaient pas, et je me souviens qu'ils ont pris des mesures pour empêcher cela. La Chine a toujours cherché à entretenir de bonnes relations avec l'Ukraine. Mais je vais dire quelque chose, et j'espère maintenant, je ne vais pas expliquer aux Chinois leur propre politique étrangère. Mais d'après mon ressenti, la Chine n'aime pas s'impliquer dans les querelles des autres. Donc, si les Russes et les Ukrainiens ont des différends, l'instinct chinois est de dire que ce n'est pas leur affaire. Ils préféreraient que les pays s'entendent entre eux. Ils aimeraient servir de médiateurs si on leur demande d'aider à la médiation. Mais ce n'est pas à eux de prendre parti. Je pense que cela fait vraiment partie de la tradition de la politique étrangère chinoise dans son ensemble. Et c'est pareil, la Chine ne veut pas que d'autres pays lui disent quoi faire ou s'immiscent dans ses politiques intérieures. Correct. Donc la Chine est cohérente. Ne me dérangez pas et je ne vous dérangerai pas non plus. C'est exact. Et je pense que cela fait vraiment partie de la politique étrangère de la Chine. En fait, c'est inscrit dans l'ADN même de sa politique générale. J'espère que les Chinois ne le prendront pas mal si je dis cela, mais je trouve que la position de la Chine par rapport à la guerre en Ukraine est parfaitement cohérente avec l'ensemble de sa politique étrangère. Oui, c'est cohérent. Et tu as tout à fait raison. Tu sais, la Chine en général veut commercer avec l'Ukraine comme tout le monde, non? Tout le monde. Oui, tout le monde.
mais elle ne veut pas s'immiscer dans les politiques intérieures d'aucun pays. Oui, exactement. L'Occident ne semble pas comprendre cela. Il croit d'une certaine manière que la Chine prend parti. La Chine ne veut pas prendre parti, c'est exact. Correct. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Russes le comprennent. Oui, Je veux dire, on pourrait dire que les Russes devraient être agacés. Si on appliquait une logique occidentale, ils pourraient dire aux Chinois, « Écoutez, vous êtes notre partenaire stratégique. Pourquoi continuez-vous à commercer avec l'Ukraine? Pourquoi continuez-vous, vous savez, à parler à ces gens comme vous le faites? » Les Russes ne font jamais ça. Ils ont suffisamment appris. Ils ont compris la Chine assez bien pour savoir que cela ne serait pas bien accueilli là-bas. Et ils travaillent très dur de leur côté pour essayer de comprendre la politique étrangère de la Chine et ce qu'elle implique. Au contraire, ils font preuve de compréhension et d'appréciation à son égard. Les Russes le comprennent. L'Occident, jamais. D'ailleurs, juste avant de commencer cette émission, je lisais un article complètement paranoïaque. Je suis désolé, il y a beaucoup de ces articles paranoïaques sur la Chine dans les médias britanniques, parlant de l'Ukraine, parlant de l'infiltration de la Grande-Bretagne par la Chine. Je veux dire, des choses folles. Des choses folles dites par l'ancien chef du Parti conservateur, Ian Duncan Smith, quelqu'un dont les opinions sur la Chine sont tout simplement insensées. Mais il est assez représentatif. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes à 100% avec nous, soit vous êtes à 100% contre nous. Et c'est l'attitude que ces gens-là ont. oui, j'ai remarqué ça aussi. C'est George W. Bush qui a dit ça, non? Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Donc il faut choisir un camp. En fait, je pense que la majorité des pays ne veulent pas prendre parti. Ce n'est pas seulement la Chine qui ne veut pas. Je pense que la plupart des gens ne veulent pas s'impliquer. Exactement. Oui. Et honnêtement, je pense vraiment que la Chine a raison de croire que si personne ne s'implique dans ces affaires, elles finiront, d'une manière ou d'une autre, par se résoudre d'elles-mêmes. Je veux dire, si l'on regarde Gaza, on critique aussi la Chine de ne pas assez aider les Palestiniens. Mais le point de vue de la Chine, c'est que si personne, surtout les États-Unis, n'intervient pour compliquer les choses, il y aura une solution. Ils trouveront une solution. Je pense en fait que c'est juste... Ils ont tout à fait raison. Encore une fois, je parle ici en tant que personne ayant été impliquée dans de nombreuses médiations et situations de ce genre. La meilleure façon d'aggraver un conflit, c'est lorsque des tiers, animés par leurs propres intérêts, s'en mêlent. Cela garantit absolument que tout différend évoluera alors vers un conflit ouvert et deviendra beaucoup plus difficile à résoudre. C'est tout à fait exact. Je veux dire, c'est vrai dans la vie, et c'est aussi vrai dans le monde de la diplomatie. Oui. Et avec l'Ukraine et la Russie, si l'OTAN n'avait pas été aussi fortement impliquée, et si les États-Unis sous Biden n'avaient pas été aussi impliqués, ils auraient probablement résolu le conflit en 2022, non? Ils ont eu cette réunion en Turquie. Ils l'auraient probablement réglé à ce moment-là. Ils l'auraient résolu. Je veux dire, le document avait été paraphé. Zelensky avait prononcé un discours dans lequel il disait qu'il le soutenait. Et puis, bien sûr, les Britanniques et les Américains sont arrivés et ils ont dit non. Cela signifiait que le conflit continuait avec les conséquences que nous voyons tous. Le président sud-coréen Lee Sang-min a rendu visite aux États-Unis. Maintenant, plusieurs choses. D'abord, les médias coréens étaient très mécontents parce qu'ils ont comparé la façon dont il a été accueilli à celle dont Poutine a été reçu. Je pense que la comparaison est un peu exagérée, mais bon, ils n'aiment pas l'image que cela renvoie. Quel est votre avis?
Que pensez-vous que les deux parts, les États et la Corée du Sud, cherchent à obtenir de cette rencontre? Eh bien, je ne sais pas. Je veux dire, je pense que les Sud-Coréens s'attendent à être traités de la même manière que le dirigeant d'une superpuissance, ce qui est bien sûr la Russie. Et ils en attendent beaucoup plus, il faut le dire. Mais en contrepartie, je pense que les Sud-Coréens ne comprennent peut-être pas tout à fait deux choses concernant les États-Unis. Premièrement, les États-Unis tiennent la Corée du Sud totalement pour acquise. Pour les Américains, la Corée du Sud est un État vassal. Les Américains n'ont pas vraiment besoin d'en faire beaucoup, car le rôle des Sud-Coréens est de faire ce qu'on leur dit, de venir dans la capitale impériale, d'être reçus par l'empereur, de se prosterner devant lui et de prendre les instructions que l'empereur, le président des États-Unis, leur transmet. C'est, je pense, très clairement la vision américaine. Ce n'est pas quelque chose que les Américains diraient, peut-être même entre eux, mais c'est ce qu'au fond ils pensent tous. La deuxième chose, c'est que je pense que Donald Trump n'aime pas beaucoup la Corée du Sud, parce qu'à ses yeux, la Corée du Sud est un pays qui a un important excédent commercial avec les États-Unis, qui produit toutes sortes de choses que les États-Unis fabriquaient autrefois, mais que la Corée du Sud fait désormais mieux. Donc, les Américains fabriquaient des téléviseurs. Les Sud-Coréens fabriquent de meilleurs téléviseurs. Les Sud-Coréens fabriquent, vous savez, des microprocesseurs. Les Américains non. Toutes ces choses-là. Donc je ne pense pas qu'il aime beaucoup la Corée du Sud. Je ne pense pas que Donald Trump se soit jamais vraiment senti à l'aise en Asie, pour tout dire. Ils ont mentionné qu'ils semblent vouloir rencontrer à nouveau Kim Jong-un. D'accord, nous verrons si cela se produit, mais c'est intéressant. Bien, parlons de l'état profond, car lors de notre dernière conversation, vous avez mentionné Albert Kobes et Wes Mitchell. Plusieurs de mes spectateurs, en particulier un spectateur chinois, souhaitent que nous parlions de l'état profond. Alors, comment le définissez-vous? Vous savez, le concept état profond est un peu étrange pour un public chinois. Pouvez-vous nous le définir? C'est très étrange, car la Chine n'a rien de comparable. Je veux dire, le système politique en Chine rend l'émergence d'une telle chose complètement impossible. L'état profond fait partie, sans toutefois s'y confondre, de la bureaucratie de certains pays occidentaux clés. Évidemment, les États-Unis, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a un état profond important, la France aussi, l'Allemagne également, et l'Italie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre à propos de l'état profond dans tous ces pays, c'est qu'il fait en partie de la bureaucratie, mais qu'il existe aussi en dehors de celle-ci. Des personnes qui exercent le pouvoir sans occuper de poste officiel. Et ce ne sont pas nécessairement des hommes d'affaires. Ce sont simplement des personnes extrêmement bien connectées. Elles jouent un rôle dans les services de renseignement. Elles ont des fonctions dans le monde universitaire, qui est très important et très puissant. Elles disposent de divers réseaux sociaux et prises ensemble, elles constituent ce que l'on pourrait appeler le gouvernement permanent des pays occidentaux. Elles façonnent également les attitudes de ces pays qui existent en dehors de la politique officielle. Ainsi, nous avons des élections, nous avons des partis politiques, les partis politiques changent, mais l'orientation générale de la politique reste toujours la même. Et comme beaucoup de ces personnes sont invisibles et inconnues, il s'agit d'un pouvoir exercé de manière totalement irresponsable. Parce qu'on ne peut pas renvoyer quelqu'un comme ça s'il ne fait même pas partie de la bureaucratie. On ne peut pas les renvoyer. Si on ne sait pas exactement qui ils sont, on ne peut pas les tenir personnellement responsables.
mais ils se réunissent tous souvent dans des cadres privés. Ils fonctionnent souvent, surtout aux États-Unis, par le biais de think tanks, qui sont des institutions quasi académiques. Ils se parlent tous entre eux et échangent leurs idées. Et comme je l'ai dit, ils élaborent les politiques de leurs pays respectifs. Ils détiennent un pouvoir énorme en Occident. Ce sont eux le véritable pouvoir en Occident. Eh bien, la question est donc, pourquoi sont-ils si puissants? Donc tu dis qu'ils ont un réseau, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas une seule personne. Ils ont un réseau de personnes. Nous ne les connaissons pas tous, n'est-ce pas? Même pour les gens qui ont beaucoup suivi le sujet, comme toi et moi, nous ne les connaissons pas tous non plus, n'est-ce pas? Mais eux, ils se connaissent plus ou moins et ils sont toujours là, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, ils sont toujours dans le gouvernement ou autour, les think tanks et les universités. Oui. Et comme tu l'as dit, on ne peut pas les tenir responsables. Alors que faire? On ne peut rien faire contre eux. Ils doivent juste être là. Eh bien, il faudrait, dans chaque pays occidental, une tentative sérieuse de changer le système politique. Je veux dire, il faudrait une tentative franche de briser leur pouvoir. Cela n'est jamais arrivé. Je veux dire, pendant un bref moment après l'élection de Trump, quand Elon Musk faisait le tour avec Doge, il semblait faire certaines choses qui pourraient réellement exposer la nature de leur pouvoir. C'est toi qui m'as dit, lors d'une de nos émissions précédentes, par exemple, comment nous avons découvert qu'une partie du système budgétaire aux États-Unis impliquait des fonds totalement incontrôlables et dont même le président lui-même n'était pas informé. Donc, tu vois, mais bien sûr, tu vois à quelle vitesse Elon Musk a été mis de côté, puis écarté. Il faudrait une véritable révolution politique pour briser leur pouvoir. Comment ces personnes exercent-elles ce pouvoir? C'est parce qu'elles l'ont toujours fait, surtout dans les pays européens, mais aussi aux États-Unis. Ces personnes viennent de familles qui ont une empreinte très ancienne et durable dans le système politique. En Grande-Bretagne, par exemple, j'ai travaillé dans le système judiciaire et je peux vous affirmer avec certitude que beaucoup de juges, beaucoup de personnes qui travaillent dans le système judiciaire appartiennent à des familles qui y travaillent depuis au moins le XVIIe siècle, depuis l'époque des empereurs Ming, pour donner un repère historique chinois. C'est la même chose en France, peut-être même encore plus. C'est la même chose en Italie et en Allemagne. Aux États-Unis, cela remonte au moins au milieu du XIXe siècle, à la période qui a suivi immédiatement la guerre de sécession, lorsque la classe politique américaine a commencé à se former, à se cristalliser et à prendre la forme qu'elle a aujourd'hui. Ce sont donc des personnes habituées au pouvoir, qui fréquentent les mêmes écoles, les mêmes universités, qui se rencontrent sur le plan social, qui sont liées au système de pouvoir, qui sont leurs amis, qui entrent dans les services de renseignement, qui sont leurs amis, qui entrent dans la fonction publique. Et souvenez-vous, il est beaucoup plus facile pour ces personnes d'entrer dans la fonction publique. Car si nous voulions intégrer la fonction publique dans l'un de ces pays, nous serions confrontés à très nombreux obstacles. Mais la voie est toujours dégagée pour des gens comme eux, parce qu'ils ont des amis sur place. Et ils ont déjà des amis là-bas. Donc, vous savez, ils diront, Fred veut rejoindre le ministère des Affaires étrangères. Voyons quel poste nous pouvons lui trouver. Vous savez, les concours seront organisés pour Fred d'une certaine manière afin qu'il réussisse. Bref, tout cela continue. Et le résultat, c'est que le système s'auto-entretient. Et ces personnes sont aussi liées aux grandes fortunes. Cela fait aussi partie du système de l'État profond, car le capital en Occident dépend de l'État. Ils sont intégrés les uns aux autres.
Je vais donc donner un exemple qui, encore une fois, je pense, sera peut-être compris par les gens en Chine. Il y a eu énormément de discussions en Occident à propos de la bulle immobilière en Chine et du fait que certaines institutions financières chinoises se sont impliquées dans le surinvestissement dans le secteur immobilier et tout ce qui s'ensuit. L'hypothèse universelle en Occident. Et c'est l'une des choses qui a provoqué un énorme étonnement, mais aussi de la colère, car de nombreux Occidentaux ont investi dans l'immobilier chinois. C'est que le gouvernement chinois n'a pas renfloué les marchés immobiliers, ni le secteur de la propriété en Chine. Il n'est pas venu en aide aux différentes institutions financières impliquées dans cette affaire. En Occident, il est considéré comme allant de soi que le gouvernement empêchera ce type d'institutions financières de s'effondrer. Vous avez vu cela en 2008, lors de la crise financière. Vous l'avez vu pendant la pandémie, lorsqu'il y a eu un autre sauvetage par les gouvernements occidentaux de toutes les institutions qui opéraient sur les marchés boursiers. Les institutions financières, elles sont toutes restées ouvertes. Elles ont reçu d'énormes subventions publiques à ce moment-là. Ce qui se passe ensuite, c'est que, comme on dit, elles collaborent toutes. Quand on quitte la fonction publique, on rejoint une banque ou une institution financière, ou bien l'industrie de l'armement, qui fait aussi partie de tout ce réseau existant. Donc, le grand capital en Occident, d'abord s'il vous plaît, ignorez tout ce discours sur les marchés libres et tout ce que vous pouvez lire à ce sujet. Cela n'existe pas. J'ai moi-même travaillé en périphérie des marchés financiers. Je sais qu'il n'existe nulle part de marché libre dans le monde. La Soft Award Stores. Has no reality behind it. It certainly doesn't exist in the West. I mean, except Cela n'existe certainement pas en Occident, sauf dans certains manuels d'économie. Cela n'existe pas en Occident, et cela n'existe certainement pas aujourd'hui. Il y a cette fusion des personnes au sein des systèmes bureaucratiques, dans le droit, dans les grands cabinets d'avocats, dans les grands cabinets comptables, dans les grandes institutions financières, et bien sûr au sein du gouvernement. Et tous se renforcent mutuellement. Ils appartiennent tous, comme vous le dites à juste titre, aux mêmes classes sociales. Ils se connaissent tous. Ils ont tous leur influence dans les médias, qu'ils possèdent bien sûr. Et ils exercent également une influence énorme sur le système politique. Pris ensemble, ils constituent l'État profond. Ils se réunissent à divers endroits. Ils se retrouvent à Davos en Europe, mais aussi à différents endroits aux États-Unis, à Jackson Hole, à Martha's Vineyard. Si vous êtes invité dans ces lieux, alors vous appartenez à this. En d'autres termes, tout ce groupe de personnes circule, n'est-ce pas? Au sein du gouvernement, des groupes de réflexion, des universités et des entreprises, ils bougent d'un endroit à l'autre. Et ils ont des racines profondes, vous savez, qui remontent loin, même William Colby, n'est-ce pas? Son grand-père était le premier directeur de la CIA, non? Absolument. William Colby, absolument. Et il ne fait aucun doute qu'il a encore des liens avec les agences de renseignement. Wes Mitchell, dont nous parlions, semble lui aussi avoir des racines profondes. Et bien sûr, il a lui-même travaillé au département de la Défense, si j'ai bien compris. Donc vous voyez, tout ce réseau auto-entretenu et auto-perpétué existe toujours. Je me souviens avoir vu il y a quelques années le film Lincoln, vous savez, le film de Steven Spielberg. Je suis sûr que vous vous souvenez de certains des membres du Congrès qui y apparaissent, y compris celui qui a proposé le 13e amendement à la Chambre des représentants. Surprise, surprise. L'un de ses descendants siège encore à la Chambre des représentants. Vous voyez donc comment ça perdure. Et en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Or, cela ne peut pas se reproduire en Chine. C'est un système impossible. Vous vous souvenez quand nous avons parlé des princes rouges et des personnes au sein du Parti communiste chinois, et j'ai dit que c'était très très différent de ce que nous avons en Occident.
Je pense avoir maintenant expliqué plus en détail dans cette émission pourquoi c'est si différent. D'une part, ces princes rouges, il ne s'agit de toute façon pas d'un grand nombre de personnes, mais ils sont visibles. La plupart de ces gens ne le sont pas. Non, d'accord, oui. En plus, ils sont en fait bipartisans, non? En surface, il y a deux partis qui s'affrontent. Mais à ce niveau-là, ce n'est pas le cas, non? Non. Ils sont ensemble. Une chose que tu remarques, c'est Albert Jacobi et Amos Mitchell. Tu m'as dit qu'ils étaient amis. Et puis, je me suis renseignée, et ils ont effectivement créé ce groupe de réflexion appelé le Marathon Project ou Marathon Initiative. Et récemment, ils ont annoncé sur leur site web qu'ils avaient invité quelqu'un nommé Eli Ratner à les rejoindre. Et qui est Eli Ratner? Il était secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité indo-pacifique dans l'administration Biden. Donc, ils travaillent ensemble, non? Absolument. C'est une autre personne de l'État profond. Si vous voulez connaître la véritable politique étrangère des États-Unis, l'endroit où il faut vraiment regarder, plus encore que ce que dit le président ou le secrétaire d'État, c'est dans les publications des think tanks. Il y en a un très grand nombre, et ils produisent énormément de documents. Et soit dit en passant, c'est presque insupportable à lire. Je veux dire, vraiment. Et l'une des choses que l'on découvre rapidement, c'est que ces gens ne sont pas du tout aussi brillants qu'ils le pensent. C'est l'une des choses qui m'est apparue évidente presque immédiatement. Mais c'est là que le véritable débat politique aux États-Unis a lieu. Et si vous observez les personnes issues des groupes de réflexion, vous verrez comment elles passent du gouvernement aux institutions académiques et inversement. Ce sont leurs idées qui sont ensuite transmises à la Maison-Blanche et qui forment la politique. Et au centre, il y a des agences comme le Conseil de sécurité nationale. Et si vous vous souvenez, ils se réfèrent les uns aux autres comme l'interagence, les différentes agences qui se coordonnent entre elles. On pourrait presque dire que l'interagence est une sorte de nom de code pour l'État profond aux États-Unis. Un nom plutôt sinistre d'ailleurs. On dirait quelque chose sorti de... C'est vrai, ça ressemble un peu à quelque chose sorti de James Bond. Mais bon, voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'absence de marché libre, Trump vient tout juste de prendre une participation de 10%, enfin de 9,9% dans Intel, non? Donc, pour moi, c'est comme si Intel était nationalisé. Eh bien, c'est exactement ce que c'est. Mais je veux dire, c'est l'une des choses intéressantes à propos de Trump, c'est qu'il enlève le masque du système. Je veux dire, il est maintenant, en même temps qu'il nationalise des industries, il privatise aussi l'État. Je veux dire, il arrive un moment où, puisque l'État commencera vraisemblablement à recevoir des dividendes d'Intel, dans l'éventualité peu probable où l'entreprise ferait un jour des bénéfices. On peut donc commencer à voir comment les deux choses deviennent un hybride. Mais en réalité, elles le sont depuis très, très longtemps déjà. Toute cette idée d'entreprise libre, de marché libre, de concurrence loyale, ce n'est qu'un mythe. C'est la vérité. Je veux dire, c'est dans les années 50 que le PDG de General Motors a déclaré « Ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis ». Oui, nous en avons déjà parlé la dernière fois. La rencontre avec Poutine vise à faire la paix avec la Russie, afin que, ensemble, l'idée soit de s'opposer à la Chine. Donc, il veut faire presque comme un Nixon à l'envers. D'accord, maintenant je ne pense certainement pas que cela va fonctionner. Mais au sein de l'État profond aux États-Unis, je pense qu'au fond ils sont tous d'accord. Ils veulent préserver cela, l'influence américaine, l'hégémonie américaine, mais il y a une différence concernant la priorité, la Chine ou la Russie. Oui, il y a une différence à ce niveau-là. Mais parlons un peu de cette différence. La relation entre les États-Unis et la Russie
est différente de celle entre les États-Unis et la Chine, n'est-ce pas? C'est profondément différent. Donc, les Russes et les États-Unis sont effectivement en concurrence directe, par exemple sur le marché de l'énergie, celui de l'industrie militaire et celui de l'agriculture. Il y a bien une concurrence directe, n'est-ce pas? Oui, absolument vrai. Mais la Chine ne le fait pas? Non, non. Ce qu'il faut comprendre à propos de la relation américano-russe, c'est que, bien sûr, ces pays sont adversaires depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des adversaires constants, et à bien des égards, ils se ressemblent. Je veux dire, de façon qui ne sont pas seulement superficielles. Ce sont tous deux des pays territorialement immenses, mais peu peuplés. Ils possèdent tous deux une abondance de ressources naturelles, ou du moins, les États-Unis en avaient, peut-être moins aujourd'hui. Mais cela a certainement été le cas dans l'histoire récente. Ce sont tous deux des économies continentales. Ils sont tous deux autosuffisants, ou du moins, l'Amérique était une économie autosuffisante. Et bien sûr, l'autre point important est que ces deux pays sont, en fin de compte, issus du système européen. La Russie était une puissance européenne. Les États-Unis sont nés en tant qu'État de colons européens et se sont fortement impliqués dans les affaires européennes. Ainsi, chacun d'eux, à sa manière, reflète des aspects de la culture européenne ainsi que de la culture militaire et diplomatique européenne. Ce sont les deux grandes puissances en Europe. Et, bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est devenue la principale zone de compétition mondiale, car elle a été de loin le continent le plus puissant pendant des siècles. Il y avait donc ce concept de lutte pour la suprématie en Europe. Il existe d'ailleurs un livre célèbre qui porte ce titre, La lutte pour la maîtrise de l'Europe. With that title, by the way, The Struggle for Mastery of Europe. And so the Russians and the Americans were struggling. Ainsi, les Russes et les Américains s'opposaient l'un à l'autre. Mais le résultat, c'est qu'en même temps qu'ils faisaient cela, ils ont appris à très bien se connaître. Je veux dire, les responsables russes et américains se rencontraient dans une certaine mesure. Bien sûr, les Russes parlaient anglais et il y avait des interactions. Parfois, une sorte de camaraderie se développait. Et j'ai vu cela, je l'ai vu moi-même. J'étais invité, enfin, je pourrais probablement encore être invité si je le voulais, à l'ambassade de Russie à Athènes. Ils y organisaient de grandes réceptions, et on voyait l'attaché militaire russe et l'attaché militaire américain. Oh, vous verriez le chef de l'agence de renseignement russe et celui de l'américaine. Ils se rencontraient et disaient « Eh bien, on vous a eu au Kosovo. Nous avons réussi à perturber votre plan ici. » Et vous savez, c'était étrange d'écouter cela, mais vous l'entendiez vraiment. Et puis, nos avions de chasse sont meilleurs que les vôtres, ce genre de choses. Donc d'un côté, il y a une sorte de rivalité profondément ancrée, parce que ça dure depuis si longtemps. Et, vous savez, une méfiance réelle et profonde de chaque pays envers l'autre. Et dans certains cas, il ne s'agit pas seulement d'une rivalité, mais de plus qu'une rivalité, une véritable haine. Je veux dire, cela existe davantage du côté américain que du côté russe. Mais cela existe. Et en même temps, il y a ce sentiment que, vous savez, si nous sommes des rivaux avec les Russes, c'est quelque chose que nous connaissons. Nous sommes à l'aise avec cela. Nous connaissons en quelque sorte les règles, ou nous avons une sorte de règles. Nous pouvons interagir avec eux. Nous pouvons les rencontrer. C'est quelque chose de familier pour chaque pays. Lorsqu'ils rencontrent les Chinois, ils se retrouvent face à quelque chose de complètement inconnu et de très différent. Les Américains plus que les Russes. Parce que, encore une fois, les Américains ne se sont pas vraiment habitués à l'idée que les Asiatiques soient leurs égaux, une partie égale à eux-mêmes. Et bien sûr, ils n'ont pas cette familiarité avec la Chine qu'ils ont avec la Russie. Donc d'un côté, on voit qu'il y a cette focalisation sur la Russie.
Ce sont les ennemis. Il faut briser les Russes. Si nous pouvons briser les Russes, alors nous pourrons isoler les Chinois. Les Chinois sont le grand ennemi. Ce sont eux que nous voulons vraiment affronter. Et puis, nous connaissons tellement bien les Russes. C'est presque une trahison qu'ils ne rejoignent pas notre façon de penser. Car ils devraient comprendre que ce sont les Chinois les véritables ennemis, parce qu'ils sont tellement différents de nous. Nous et les Russes nous ressemblons à bien des égards, et pourtant, les Russes préfèrent être avec les Chinois plutôt qu'avec nous. On ressent beaucoup cela chez les Américains. Et les Russes ont traversé tout cela dans les années 50 et 60. Je veux dire, ils ont interagi avec les Chinois. D'ailleurs, certains Russes en sont venus à beaucoup apprécier la Chine dans les années 1950. Je me souviens d'un responsable russe appelé Ivan Arkhipov, qui avait été envoyé par Staline en Chine. Et il est tombé amoureux de la Chine. Il a appris le chinois. Il coordonnait une grande partie des échanges économiques entre la Chine et l'Union soviétique à cette époque. Mais, vous savez, il y avait aussi beaucoup d'incompréhension et de confusion, et une incapacité à bien comprendre la Chine. Je me souviens avoir lu les mémoires du ministre soviétique des Affaires étrangères, Andrei Gromyko, et de ses rencontres avec Mao. Et il n'arrivait pas vraiment à comprendre comment Mao pouvait être aussi imprégné de la culture chinoise. Il ne comprenait pas lui-même la culture chinoise. Et on pouvait voir qu'à un certain niveau, il considérait la culture chinoise comme quelque chose d'étrange, d'inférieur, et que nous, les Russes, étions bien supérieurs à tout cela. Mais ensuite, bien sûr, tout a mal tourné pour les Russes, et ils ne l'ont jamais oublié. C'est quelque chose que, là encore, les Américains ne comprennent tout simplement pas. Mais dans les années 60 et 70, les Soviétiques, les Russes, se sont retrouvés en concurrence à la fois avec la Chine et les États-Unis en même temps. Et cela les a brisés. La grande leçon que les Russes ont tirée de cela, c'est ne jamais, jamais, jamais entrer en conflit avec la Chine à nouveau. Il n'y a aucune raison de le faire. Il n'y a aucune raison de le faire. Nous pouvons avoir de bonnes relations avec la Chine. Notre plus longue frontière est avec la Chine. Il est absolument, fondamentalement important pour nous de rester en bons termes avec la Chine. Et cela signifie que nous devons faire un effort pour bien comprendre la Chine. On peut constater que ces 20 dernières années, surtout depuis l'ère Poutine, mais encore plus depuis l'effondrement des relations avec l'Occident au début de la crise ukrainienne, il y a eu en Russie un effort majeur pour essayer de bien comprendre la Chine. Il y a aujourd'hui beaucoup d'étudiants russes en Chine. Il y a d'ailleurs aussi des étudiants chinois en Russie. Ils commencent à essayer d'apprendre la langue de l'autre. Ils commencent à faire ce genre de choses. Ils ont donc dû échouer pour apprendre. Et les Américains n'ont pas encore atteint ce niveau. Eh bien, en ce qui concerne les Américains, je suis d'accord avec toi. Il y a un profond manque de compréhension du côté des États-Unis quand il s'agit de la Chine. Mais ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas les occasions ou les personnes pour cela. À l'époque de la peur rouge, ils se sont débarrassés d'un tas de gens qui connaissaient réellement la Chine. Il y a un homme en particulier, je crois qu'il s'appelle John S. Service. Tu sais, il a grandi en Chine, il parle une douzaine de dialectes chinois. Ce n'est pas le genre de personne qui aime traîner uniquement avec les gens de la haute société, tu sais, le cercle diplomatique. Ce n'est pas son genre. Il aimait voyager à travers la Chine, parler aux paysans et aux gens de la campagne. C'est ce genre de personne donc qui connaissait vraiment la Chine. On pourrait penser qu'une personne comme ça serait très utile au département d'État, mais ils s'en sont débarrassés. Ils l'ont licencié. Donc, ils avaient l'occasion d'en savoir plus sur la Chine. Mais ils l'ont gâché. Vous savez, oui, ils ont raté le coche parce que,
encore une fois, c'est un peu comme l'Union soviétique. Je veux dire, l'Union soviétique avait aussi, dans les années 50, des gens qui connaissaient la Chine, mais la direction politique ne pouvait tout simplement pas accepter le fait que la Chine soit un pays égal. Les Soviétiques ont eu ce problème dans les années 50 et 60. Les Américains l'ont aujourd'hui. Donc les personnes qui comprennent la Chine, qui y réfléchissent et qui s'y rapportent de la manière que vous décrivez, ne sont pas les bienvenus dans les cercles du pouvoir. Certainement pas à Washington aujourd'hui, certainement pas à Moscou vers 1960. Je dois d'ailleurs préciser, comme je vous l'ai dit, que j'ai beaucoup de livres sur la Chine. Environ 2/3 d'entre eux sont écrits par des Américains. Je veux dire, les Américains ont une tradition d'études chinoises bien plus riche que, disons, les Européens. N'importe quels Européens. Si l'on parle de la peinture chinoise, qui, comme vous le savez, est un sujet qui m'intéresse particulièrement, je crois que pratiquement tous les livres que je possède sur la peinture chinoise sont écrits par des Américains. Parce que bien sûr, je lis ces ouvrages, j'apprends l'art chinois en anglais. Donc ce sont invariablement des Américains. Mais je veux dire, ces personnes, comme je l'ai dit, sont reléguées aux marges. J'ai un ami à Londres, Kerry Brown, qui est professeur dans une université britannique. Il aime la Chine, il parle aussi chinois, il voyage beaucoup en Chine. Lui aussi a été écarté de toute position importante. Donc bien sûr, vous avez tout à fait raison. L'expertise existe bel et bien. Et si vous y réfléchissez, l'économie chinoise est en réalité complémentaire de celle des États-Unis, non? La Chine a besoin, par exemple, de l'énergie et du soja américain. Donc, cette peur de la Chine ne vient pas forcément du fait que la Chine soit comme la Russie, un concurrent direct. C'est simplement qu'ils n'aiment pas que la Chine accroisse son influence et, d'une certaine manière, propose au monde une alternative. C'est pour cela que les États-Unis ne supportent pas l'idée d'une Chine puissante, n'est-ce pas? Eh bien, elle ne peut pas tolérer une alternative. Elle ne peut pas accepter un égal. Elle en est structurellement incapable. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre à propos des États-Unis. À quel point ce pays est encore très très jeune. Et l'Amérique, les États-Unis, sont profondément le produit de leur guerre d'indépendance, de leur révolution, de leur constitution. Et leur conception d'eux-mêmes, c'est qu'ils représentent l'avenir. Donc, si l'Amérique n'est pas l'avenir, si c'est la Chine, ce qui commence de plus en plus à sembler possible à de nombreux Américains, alors c'est quelque chose que les Américains trouvent très difficile, car l'avenir doit être eux. Ils ne semblent pas vraiment faire d'autocritique, vous savez, au niveau national, sur les problèmes que rencontrent les États-Unis. Ils rejettent toujours la faute sur les autres, comme pour la délocalisation des emplois, c'est la faute de la Chine ou du Mexique. Mais si on regarde de plus près, tout récemment, certaines entreprises ont fait faillite. Eh bien, une des raisons, c'est le capital investissement. Ce sont eux qui détruisent de nombreuses entreprises américaines par des moyens financiers et des méthodes extrêmement, je ne sais pas, elles sont sans doute légales mais très discutables, de faire des affaires qui ruinent des entreprises. De bonnes entreprises comme Toys R Us, Sears ou Red Lobster, l'une après l'autre, sont détruites par ces fonds d'investissement. Personne n'en parle même. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, je me souviens des années 1980, quand ce processus de cannibalisation a commencé dans les économies occidentales, et il y avait déjà des critiques à l'époque. Vous vous souvenez qu'Oliver Stone a réalisé un film, Wall Street, qui traite en partie de cela. Mais bien sûr, tout cela, personne n'en parle plus aujourd'hui, parce que ceux qui ont gagné sont ceux qui ont fait ces choses-là. Parce qu'ils avaient l'argent. À la fin, ils avaient l'argent. Donc oui, absolument.
Je veux dire, il est impossible que tout cela se produise en Chine, d'ailleurs. Impossible for any of that to happen in China, by the way. I mean, that kind of predatory. Je veux dire, ce genre de capitalisme prédateur est inconcevable en Chine aujourd'hui, ce que les gens oublient toujours, car c'est de toute façon un pays socialiste. Je veux dire, la Chine suit un autre rythme. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais pour revenir à votre question, pour revenir à votre point, mon avis personnel est que l'ascension de la Chine n'est pas quelque chose que nous devrions essayer d'arrêter. C'est quelque chose que nous devrions accueillir. Si l'on parle des États-Unis, les États-Unis peuvent être l'avenir s'ils collaborent avec la Chine. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. Eh bien oui, je pense que une partie de la raison pour laquelle certaines forces aux États-Unis détestent la Chine, c'est parce que la Chine est différente. Par exemple, avec le capital investissement. Ils voudraient que la Chine ait des sociétés de capital investissement pour pouvoir y entrer, y gagner de l'argent et y exercer leur influence. Ça fait partie du problème, oui. Oui. Oui, la Grande-Bretagne. Maintenant, la Grande-Bretagne est-elle au bord de la faillite? C'est bien cela? Eh bien, il y a eu cette déclaration extraordinaire d'un groupe d'économistes qui a été publiée dans certains journaux britanniques. Or, les économistes en question, j'ai regardé qui ils étaient, sont des personnes qui en général sont très à droite politiquement et qui sont critiques envers le gouvernement actuel. Et les journaux qui ont relayé cet article sont également critiques envers le gouvernement actuel. Il y a donc un élément de partisanerie politique ici, mais il n'en reste pas moins vrai que la situation financière en Grande-Bretagne est très mauvaise. Et il était très intéressant de voir comment le gouvernement a réagi à cette histoire. Car au lieu de sortir et de dire « cette histoire est absurde », de quoi parlez-vous? La situation ici est parfaitement stable. Ces économistes sont des imbéciles d'écrire cela. Ce journal qui a publié l'article est ridicule. Le gouvernement, quant à lui, a évité d'en parler et essaye d'enterrer l'affaire, ce qui pousse à penser qu'il y a peut-être quelque chose là-dessous. Maintenant, le ratio dette-PIB au Royaume-Uni est d'environ 100%. Nous n'avons pas d'épargne intérieure. Je veux dire, en Chine, la Chine dispose d'une épargne intérieure énorme. En Grande-Bretagne, non seulement nous n'avons pas d'épargne intérieure, mais comme aux États-Unis, la majorité de la population est endettée. Donc, nous ne disposons pas de cette ressource considérable sur laquelle nous pourrions compter. Le système financier est surmené et sous pression. L'industrie est en déclin. Les coûts de l'énergie sont extrêmement élevés. Le pays affiche un déficit budgétaire très important. Et il enregistre également un déficit commercial très important. Et le déficit commercial existe depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ce sont donc des problèmes qui s'accumulent et ils ne cessent de s'aggraver. Maintenant, il se pourrait que nous assistions à une crise financière à l'automne. Je veux dire, je ne dis pas que cela n'arrivera pas, je n'en sais rien. Mais je pense que tôt ou tard, si nous continuons sur cette voie, cette crise financière surviendra. C'est inévitable. Et le gouvernement britannique ne fait rien pour l'empêcher? Non, c'est peut-être ce qui a déclenché cette lettre, car on n'a pas l'impression que le gouvernement britannique ait un véritable plan sur la marche à suivre. Ils ont tenté de réduire les dépenses liées aux prestations sociales il y a quelques mois, si vous vous souvenez, et le Parlement britannique a rejeté cette mesure. Donc ils n'ont pas pu aller plus loin. Ils parlent d'augmenter les impôts, mais les types d'impôts dont ils discutent sont ceux qui, tout le monde en convient, freineront encore davantage la croissance. Il n'existe aucun plan pour augmenter la productivité au Royaume-Uni. Les salaires y stagnent ou baissent. Les jeunes perdent confiance. Beaucoup d'entre eux quittent le marché du travail.
Beaucoup choisissent de vivre des aides sociales, et il ne faut pas leur en vouloir, car lorsqu'il n'y a guère d'espoir d'amélioration, c'est ce que les gens ont tendance à faire. Cela met davantage de pression sur le système de prestations, et cela devient un cercle vicieux. Il n'y a donc pas vraiment le sentiment que le gouvernement comprenne réellement le problème ou sache comment s'en sortir. Il n'a pas de plan. Et d'ailleurs, aucun autre gouvernement en Europe n'a de plan non plus. Il n'existe nulle part en Europe de plan pour augmenter la productivité, améliorer le niveau de vie ou s'attaquer aux nombreux problèmes majeurs que nous avons. Tout ce qui est problème pourrait probablement être résolu. Nous restons dans une région très riche du monde, mais ne semble pas plan pour aider. Mais ils ont un plan pour déployer des troupes. Ils prévoient de déployer des troupes. Ils donnent $1 milliard par mois à Zelensky pour acheter des armes. Le gouvernement allemand, qui a lui aussi des problèmes financiers, va donner à Zelensky, aux Ukrainiens, $9 milliards par an. La Grande-Bretagne donne à l'Ukraine 5 milliards de livres sterling par an, ce qui n'est pas beaucoup moins, environ 7 milliards de dollars par an. Nous continuons à parler de réarmement, alors que personne ne croit vraiment que cela va se produire. Nous voulons envoyer nos navires de guerre en Chine, dans les mers chinoises. Nous parlons de manière totalement autodestructrice. Et bien sûr, nous imposons des sanctions. Nous imposons des sanctions aux Russes. Nous n'achèterons pas le pétrole et le gaz russe. Donc nos coûts énergétiques, au Royaume-Uni d'ailleurs, ils sont parmi les plus élevés au monde, il faut le dire. Nous avons des coûts énergétiques extraordinairement élevés. Et maintenant, nous parlons et expérimentons à nouveau des tarifs douaniers contre la Chine. Les Européens parlent d'essayer de prévenir la Chine, la menace que représente la Chine et tout cela. Nous faisons tout cela contre nous-mêmes, au lieu d'autre chose. Vous savez, il y a aussi une controverse en ce moment concernant l'ambassade. La Chine a acquis un terrain. C'est l'ancienne monnaie royale à Londres. Ils ont dépensé, je crois, 225 millions de livres pour cela. Au moment de l'achat, je pense que le gouvernement britannique a aidé à cette acquisition dans le but d'y construire la nouvelle ambassade. Mais elle n'est toujours pas construite, n'est-ce pas? Ils ont rencontré toutes sortes de problèmes pour bâtir une ambassade. Pourquoi le gouvernement britannique est-il si... pourquoi n'aide-t-il pas la Chine avec cette ambassade? Pourquoi y a-t-il autant de... Je veux dire, vous savez que lorsqu'ils l'ont acheté, c'était pour y construire l'ambassade. D'après ce que j'ai compris, la raison est que actuellement l'ambassade de Chine est trop petite, donc ils ont différents bureaux dispersés un peu partout. Ils veulent donc tout regrouper au même endroit, c'était l'idée. Pourquoi le gouvernement britannique ne fait-il pas cela? Apparemment, selon la Convention de Genève, c'est une obligation. Le pays hôte est censé soutenir et aider le pays invité, dans ce cas la Chine, pour ses activités. Pourquoi le gouvernement britannique est-il hostile à cela? À cause de l'influence absurde de personnes comme Ian Duncan Smith, dont je parlais tout à l'heure, et d'autres ici, nous avons cette attitude extraordinaire selon laquelle la Chine est l'ennemi et que nous devons tenir l'ennemi à distance. Nous ne devons pas laisser les Chinois construire une grande ambassade, car si les Chinois construisent une grande ambassade ici, eh bien, cela signifiera que la Chine devient forte et puissante, et qu'il s'agit d'un pays auquel nous devrions peut-être prêter attention, alors que les Américains peuvent construire. D'abord, dans les années 60, les Américains ont acheté un terrain à Grosvenor Square, l'une des plus belles places de Londres, et ils en ont démoli toute une section pour y construire un monstre, ce bâtiment d'ambassade horrible qu'ils avaient et occupaient. Et maintenant, les Américains, ce grand bâtiment n'est même pas assez grand pour eux.
Alors ils en construisent un autre, encore plus grand ailleurs, et il est énorme. Il est entouré d'un fossé, de clôtures électrifiées, de postes de garde, et tout cela. Nous ne nous y opposons pas. Mais que les Chinois construisent une ambassade, cela, c'est inacceptable. D'ailleurs, je suis probablement la seule personne en Grande-Bretagne à m'en souvenir. Mais cette histoire, dont j'ai lu beaucoup dans les médias, d'ailleurs il y a beaucoup d'articles à ce sujet dans la presse britannique, sur à quel point c'est terrible que les Chinois possèdent la Royal Mint. Et vous savez, quelle humiliation cela représente pour la Grande-Bretagne. Et les Chinois ne devraient pas pouvoir faire cela. Je me souviens exactement du même problème auquel la Chine est confrontée aujourd'hui avec son ambassade à Londres, qui s'est produit avec l'Union soviétique dans les années 1970. Les Soviétiques avaient exactement le même problème. Leur bâtiment d'ambassade, qui est le même qu'ils occupent aujourd'hui, était trop petit. Ils avaient tous leurs différents bâtiments dispersés un peu partout. Ils ne pouvaient pas se coordonner, ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Alors ils ont acheté un vieux terrain à Kensington, un quartier de Londres, une série d'anciennes écuries qui étaient complètement délabrées, et ils voulaient y construire une nouvelle ambassade. Et là encore, ils ont payé pour acheter cet endroit. Et encore une fois, comme d'habitude, ce sont les mêmes personnes, les ancêtres de ceux qui aujourd'hui se plaignent de l'ambassade chinoise, qui à l'époque se plaignaient de l'ambassade soviétique, qu'on appelait le Kremlin de Kensington. Je me souviens de tout cela très clairement. Il y a eu une grande campagne, des objections, et finalement, une décision de justice a été prise pour empêcher les Russes de construire cette ambassade. On disait que cette ambassade serait trop grande, qu'elle dominerait Londres, et que cela ferait que les Britanniques se sentiraient comme un peuple soumis et opprimé. Je suis sûr qu'on dit la même chose à propos de l'ambassade chinoise aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous allez à l'endroit où les Russes ont essayé de construire leur ambassade dans les années 70, aujourd'hui, c'est un bâtiment hôtelier, un hôtel américain y a été construit, qui doit être environ 50 fois plus grand que l'ambassade que les Russes avaient l'intention de construire. Je pense que parce qu'au final, la Chine a tout de même plus d'influence que l'Union soviétique n'en avait. Sur le plan économique, nous dépendons du commerce avec la Chine d'une manière dont nous n'avons jamais dépendu des soviétiques. Finalement, les Chinois auront leur ambassade. Mais, comme je l'ai dit, c'est ce qui se passe. Nous parlions plutôt de l'état profond. Vous voyez l'état profond. C'est la même continuité, les mêmes politiques, la même hostilité envers les pays non occidentaux qui vous défient. Les Russes n'ont pas été autorisés à construire leur ambassade. Alors pourquoi les Chinois le seraient-ils? Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la Grande-Bretagne veut reconstruire son ambassade à Pékin, et Pékin a dit non. Oui, exactement. Eh bien, c'est là que d'ailleurs, la Chine est bien plus forte que les Russes. Parce que les Russes sont toujours nerveux à l'idée de dire ce genre de choses, alors que la Chine ne l'est pas. La Chine le fait sans aucune gêne. C'est très différent. Les déclarations chinoises, d'ailleurs, et celles des Russes, sont très différentes. Je veux dire, les Chinois sont tellement plus clairs. Ils sont bien plus directs que les Russes. Je suis donc d'accord avec vous. Je pense qu'à terme, la Chine obtiendra une ambassade, mais probablement pas sans une certaine pression. Des forces, des contre-forces. Oui, d'accord. Exactement, oui, exactement. D'accord. Parlons-en la semaine prochaine. Il se passe toujours beaucoup de choses. Voyons comment les choses évoluent. Il y a tellement d'événements en cours. Donc, d'accord. Absolument. Passez une excellente semaine. Merci. Merci.